Il y a un fear of missing out, mais un fear of messing up aussi dans le AI. Puis il y a les deux, puis là, il faut naviguer à travers ces deux trucs-là. Très bien dit. What's up, folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, sur le pod, je jase avec Sheila Morin, CMO chez Coveo. Elle vient d'un background pas tech du tout. Donc, vous allez voir, c'est rafraîchissant d'avoir sa perspective. C'est assez cool d'avoir un behind the scenes de la réalité d'une suite C dans une compagnie publique comme Coveo. Je voudrais dire un gros merci à tout le monde qui sont venus au show live à l'événement au bureau de Coveo Montréal. C'était amazing. Alright, on passe au show. Let's go! Normalement, je dis tout le temps « Bonjour, Sheila, bienvenue sur Ça se passe ». Bonjour. Je suis content de t'avoir ici avec moi ce soir. Moi aussi. Je demande au monde comment on s'est connus, mais dans notre cas, c'est assez bref. Oui, en effet. On s'est connus dans une salle de conférence. Il y a 1 heure. Il y a 1 heure. Puis là, pour ceux qui font pas de podcast live devant plein de monde, genre, c'est un peu stressant, ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai comme une personnalité XYZ, puis mettons, tu pognes une personnalité ABC qui aime pas les tatouages, mettons, ou whatever. Ça peut être un faux départ puis un mauvais spectacle. Mais mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça fut un clic immédiat. D'ailleurs, je vais appliquer chez Coveo pour travailler... Non, c'est pas Parfait, parfait. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Écoute, veux-tu nous faire juste un petit recap de ton parcours professionnel? T'es qui, toi, pour qu'on ait une idée du profil? Ouais? Donc, je suis qui? Sheila Morin. Je suis une fille de Thetford Mines. Let's go! Non, il y a personne, non. Donc, en fait, je suis née à Saint-Hyacinthe, mais déménagée à Thetford Mines très, très jeune. Donc, je dis que je viens de Thetford Mines. J'ai étudié en marketing. J'ai commencé ma carrière en vente chez Procter & Gamble. OK. Et on m'a dit là-bas que je ne ferais jamais de marketing de ma vie, que je n'étais pas une fille de marketing, que j'étais une fille de vente. I proved them wrong. Je suis allée chez L'Oréal faire du marketing pendant 13 ans chez L'Oréal, à Montréal, à Paris. Ensuite, Danone, les yogos. Oui. Ensuite, Cirque du Soleil. Et puis après, Coveo. Donc, Louis Tétu, notre CEO, me présente toujours en disant elle a travaillé dans les shampoings, dans les yogourts, avec les clowns et là, dans les airs. Gros dataset. C'est complètement débile. C'est tellement riche comme profil. Puis, hopefully, on va pouvoir creuser sur certaines de ces étapes-là. Je serais curieux, la CMO, comment elle décrirait Coveo aujourd'hui en genre de elevator pitch? Elevator pitch. Alors, Coveo, c'est une entreprise québécoise née à Québec. Yes. Donc, avec grande fierté, on est des Québécois pure laine. Créée en 2006, qui est devenue publique en 2021, novembre 2021, sur le TSX. C'est une entreprise qui est leader dans le AI platform, dans les plateformes d'IA, qui offre la recherche, les recommandations, la personnalisation, les réponses génératives maintenant, dans 4 domaines d'expertise, le commerce électronique, le service à la clientèle, les sites web et tout ce qui est milieu de travail, donc les intranets, les portails clients. Et on fait en sorte que les expériences dans tous ces domaines d'expertise-là sont satisfaisantes pour le client, personnalisées, pertinentes pour les clients, mais aussi qui apportent des résultats d'affaires significatifs pour les entreprises. Donc, c'est cette balance-là, la satisfaction du client puis les résultats d'affaires. 700 employés, à peu près 700 clients des grandes entreprises. Voilà. C'est un excellent recap. Je pense que tu as coché tous les bons mots de positionnement. L'équipe marketing va être contente. Exact. Je pense que j'ai fait une bonne. Ils vont me donner des bons points. C'est super cool. Si jamais le monde veut en apprendre plus sur actually, mettons, ça ressemble à quoi travailler chez Coveo ou whatever, on a des capsules sur le portail partenaire en ligne. On a fait un show avec Vincent Bernard l'année passée qui était complètement débile. On a creusé sur un paquet de choses. Fait que vous pourrez aller voir ça. Sheila, un des trucs cool à propos de t'avoir, c'est qu'on va pouvoir tackle un thème que je pense qu'on n'aborde pas souvent en SaaS, qui est le branding. Ouais. Fait que ma question pour toi, c'est vraiment, first, avec toute l'expérience que tu as eue, les chapeaux que tu as portés, comment tu me définirais ça, mettons, le branding? Puis après, on parlera d'exemples peut-être SaaS+. Le branding, c'est un peu difficile à décrire parce que c'est plein de choses qui sont un peu intangibles. Mais moi, la façon dont j'essaie de le déterminer, c'est un peu le nom de la personne. Si on parlait d'une personne, ça serait son nom et sa personnalité. Okay. Mais c'est plusieurs éléments qu'on rentre dans le branding. Souvent, les gens vont parler surtout du logo.
des couleurs, mais ça va au-delà du logo, des couleurs. C'est le ton, ça fait partie aussi des mots qu'on utilise, la façon dont on se présente, c'est les émotions qu'on crée. Fait que c'est la série des choses qui te viennent en tête quand tu penses à une marque, là, ben c'est tout ça qui fait partie de l'identité de la marque. C'est tous ces éléments-là qui te décrivent. Puis en fait, à quoi ça sert, le branding? C'est qu'avec 2 produits semblables, ben c'est ce qui fait que tu différencies le branding. Donc, dans les chaussures, Nike et Adidas envoient 2 messages différents. On aime un ou on aime l'autre pour différentes raisons. Mais on les reconnaît facilement parce qu'ils ont des marques fortes. Donc, même s'il fait noir et il n'y a pas beaucoup d'informations, on va reconnaître la chaussure Nike, on va reconnaître la chaussure Adidas. Donc, le branding, ça permet de se différencier des autres dans le cas d'un produit semblable. Fair enough. Puis, by the way, tu disais, même s'il fait noir, on reconnaît Nike. Ouais. Quand j'avais 17 ans, j'avais des Nike Dunk Glow in the Dark. Ah, ça, c'est encore mieux. Fait qu'on reconnaissait ça partout. Là. Tu comprends que dans les soirées festives, j'étais le centre d'attention. Là. Wow! Aujourd'hui, j'aime plus ça, être le centre d'attention. All right. Petit parallèle plus SaaS. Parce que j'ai l'impression que souvent, mettons justement, Nike, Adidas, Red Bull, genre le brand, c'est tellement magnétique puis fort qu'on catch tout de quoi qu'on parle quand on parle de ces compagnies-là. Ouais. Mais en SaaS, il y en a aussi des brands fortes. Y a-t-il des exemples qui te viennent en tête? Ben, il y a des marques fortes. Il y a des marques très, très fortes. T'sais, quand on pense à Salesforce, on peut aimer, pas aimer, mais c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire. Puis ils ont réussi à faire des choses que peu de marques SaaS avaient fait en utilisant des petites mascottes, même comme visuel, comme identité de marque. C'était assez... quand même, il fallait avoir du courage pour faire ça parce que c'était pas dans les codes normaux. Donc, pour moi, ça, c'est impressionnant de voir ce genre de marque-là. Maintenant, moi, évidemment, je pense à Shopify, qui fait un super bon job ici. Après ça, Asana, que j'aime beaucoup dans ce qu'ils font. Stripe, Wistia, Zoom. Il y a plein de marques qui, pour moi, je vais voir ce qu'ils font. Je regarde leur pub, je regarde leur site web, je regarde leur typo, je regarde leurs couleurs, je regarde comment ils font leurs vidéos, leur ton, parce que ça m'inspire, parce qu'ils sont parfois un peu plus aussi, les nouveaux joueurs sont parfois très modernes, puis ils nous poussent à se moderniser comme marque, là. Donc, c'est pas mal mes benches, là. J'étais en Californie pour la première fois de ma vie, en vacances avec ma blonde récemment, puis ASF, il y a des billboards, des pubs de SaaS. Ouais. Genre, fait que la brand SaaS là-bas est littéralement sur des billboards. C'est ça. Puis moi, c'est drôle, je rebondis là-dessus, mais on me dit souvent pourquoi vous faites pas de billboard de Coveo, puis ça. Puis c'est aussi pour ça que les marques SaaS, on les voit moins. Parce qu'en fait, notre marché cible, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Clairement. Moi, j'ai pas d'intérêt à ce que ma mère connaisse Coveo. Donc, il faut quand même connaître son marché cible puis investir. Là. Sinon, j'ai trop de pertes. Acheter du billboard, Coveo, la 90% qui vont voir ça, s'achèteront jamais Coveo. Donc, et c'est pour ça aussi que les marques SaaS, c'est pas des marques nécessairement connues par tout le monde avec le même amour qu'un Nike ou Adidas, parce que leur marché cible, c'est pas nous, c'est pas le day-to-day. Fait que comment tu fais pour... Tu sais, le branding, c'est basically de réussir à créer des associations fortes dans la tête de tes consommateurs ou utilisateurs, peu importe, clients. Comment tu fais pour aller masser ou genre designer ces associations-là quand tes clients, c'est des gros enterprises comme les gros clients que Coveo y ont, genre? T'es-tu dans des trade shows? T'es-tu dans des soupers sombres, dans des clubs exclusifs? Exactement ce qu'on fait. Les clubs exclusifs sombres, c'est vraiment notre endroit de prédilection. Non, mais il faut comprendre où sont nos buyers, nos acheteurs. Puis souvent, les acheteurs pour Coveo, c'est pas une personne. Il y a un groupe d'achats. Donc, c'est... Pour ce qu'on vend, à peu près, nous, dans le niveau il y a à peu près 10 à 12 personnes impliquées dans l'achat de Coveo. C'est-tu genre procurement un petit peu? Il y a du procurement. Il y a ceux qui vont utiliser le produit dans le day-to-day. Par exemple, si on est dans le e-commerce, il va y avoir le directeur d'e-commerce, le VP digital qui vont être impliqués dans l'achat. Il y a parfois des gens d'IT, des CIO, puis il y a procurement. Donc, c'est tout ce beau monde-là qu'il faut séduire dans notre... Donc, moi, quand mes plans marketing, c'est pour viser tous ces gens-là, et il ne faut pas que je leur parle de la même façon. Donc, ils ne sont pas intéressés par les mêmes choses. Donc, je dois adapter mon message non seulement au type d'industrie, mais aussi aux personas à qui je parle dans le buying group. Donc, ça devient complexe. Ta marque doit être capable de s'adapter à qui est de l'autre côté de la table. Puis parfois, le marketing ou les marketeurs pensent trop à leur marque, alors qu'en fait, c'est pas si important. Coveo,
on doit tourner la lumière vers le client parce que ce qui est important, c'est pas Coveo, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi demain matin. Et c'est ça qui est convaincant. Donc, parler plus du client que parler de Coveo, c'est clé. Puis, t'as-tu l'impression, moi, je trippe sur raconter des histoires, j'en ai parlé sur le 100e du pod, tout ça, puis juste dans nos conversations offline, je t'en ai raconté déjà trop, I guess. Mais as-tu l'impression que le storytelling, c'est un bon outil pour le branding? Je sais que pour le marketing, oui, mais tu sais, comment tu vois... 100%. Moi, le storytelling fait partie de tout ce que je fais. Parce que si je présente au board, il faut que je raconte une histoire intéressante. Si je parle à mes employés puis je veux les embarquer dans un projet ou leur embarquer dans ma vision, il faut que je raconte une histoire. C'est toujours dans le storytelling. Je dis pas qu'on est toujours bon à le faire, mais c'est toujours dans le storytelling. Puis en plus, si je parle à mes clients, mes prospects sont bombardés d'informations. Fait que pour avoir moindrement leur attention, puis on sait que l'attention span est de moins en moins grand, il faut qu'on raconte il faut qu'on soit edutaining, là, donc éducatif puis entertaining. Il faut rendre les choses agréables et intéressantes à regarder, sinon on n'aura jamais leur attention. Et c'est difficile de raconter des bonnes histoires qui sont pertinentes pour cette personne-là. C'est l'art, tout se situe là-dedans. Alors, dans les associations mentales qu'on essaie de générer ou du moins de nurture pour le branding, il y a une notion de confiance qui vit là-dedans, right? Comme un capital de confiance. C'est-à-dire que moi, mettons, quand j'achète des Nike, je le sais qu'ils ne pèteront pas rendu là, je le sais qu'ils me font bien, whatever, qu'ils look good ou whatever. Le capital de confiance, mettons, là, de ton marché cible ou de tes clients, c'est-tu un genre de truc qu'à votre niveau, vous êtes capable de mesurer? Y a-t-il une métrique qu'on peut mettre là-dessus, genre? Oui, écoute, on le mesure de plusieurs façons. Il n'y a pas une métrique qui est parfaite, mais on regarde, entre autres, notre niveau de notoriété qu'on peut calculer. On peut regarder le nombre de search, de organic visits sur notre site web, de nombre de search pour des éléments touchant Coveo. On regarde notre NPS, donc est-ce que les gens sont satisfaits de notre produit? On peut regarder les avis sur les sites de review. Et puis, on peut aller sonder directement nos clients ou nos prospects. Est-ce que vous nous connaissez? Ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent pas. Il faut vraiment tester les deux pour comprendre. Ceux qui nous connaissent, ils en pensent quoi de nous? Et ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce qui leur vient en tête quand ils entendent Coveo? La réponse, ça pourrait être rien. J'ai aucune idée. Ou la réponse, ça pourrait être je pense que c'est une entreprise de search de Québec. OK, là, on n'a pas réussi notre job de changer la perception de la marque de Coveo. Mais donc, chez L'Oréal, par exemple, quand j'étais là-bas, c'était une obsession de suivre cette confiance-là entre les produits parce que la première raison d'utiliser un produit de beauté, c'était la recommandation d'une amie, d'une experte ou d'une influenceur. Fait qu'il faut que tu aies la confiance. Puis après ça, non seulement il faut que tu aies la confiance, mais que les gens parlent après. Donc, tout est là. Les gens veulent pas... Si Coveo dit on est numéro 1, OK. Si quelqu'un d'autre dit que Coveo est numéro 1, ça vaut beaucoup plus. Ce qui est cool aussi, c'est que vous avez les ressources, puis le staff, puis la tech pour jouer avec toutes ces métriques-là, probablement les agréger, sortir certains scores, voir comment que ça bouge. On les traque de façon obsessive dans des dashboards chaque semaine. Je veux dire, c'est quelque chose qui est hyper important. On a d'ailleurs toutes les métriques. Oui, exactement, là, c'est ça, je vais vous en parler ce soir. Cool. Est-ce que... Vous savez que je m'en vais avec mes skis. Ça, c'est ma phrase que je dis quand je suis comme en transition hardcore psychologique. Là. On va te reparler de Danone, fait qu'on va y aller côté carrière. Fait que L'Oréal, Procter & Gamble, Danone, c'est tout du consumer packaged good. Right? J'en ai-tu oublié un? Il y a le cirque. Le cirque, ça va être une bête à part, je pense. Fait que la question que j'ai pour toi, c'est toi, tu as déployé du marketing, tu as scalé des ventes dans ces environnements-là. Y a-tu des insights ou des leçons qui se traduisent bien du physique au digital, au numérique, à des produits numériques? Des produits tech. Ouais, des produits tech, yes. Dans le parler tout à l'heure, le storytelling reste important dans les deux. C'est hyper important. Puis je suis probablement passée des marques qui étaient le plus faciles à toucher, essayer. Tangible. On peut donner des petits échantillons pour le shampoing. L'aimes-tu, madame? Si tu l'aimes, va l'acheter. À Cirque du Soleil, qui est déjà un peu plus difficile à essayer avant de l'acheter. Là. On peut montrer des petites vidéos et tout ça, mais c'est jamais comme le voir. À du tech qui est quand même complexe à pouvoir essayer. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire, malgré tout dans le tech, encore plus aujourd'hui,
les gens n'achètent pas s'ils n'ont pas pu le voir, l'essayer, le toucher. Donc, il faut trouver des méthodes dans le tech aujourd'hui de faire des POC, des A/B testing, des démos qui sont ancrées dans le use case de cette personne-là, dans l'industrie, pour qu'elle comprenne vraiment bien à quoi ça va ressembler, là, day to day. Là. Et ça me rappelle mon temps des échantillons. Les gens ne veulent pas acheter des produits, des crèmes, des shampoings, des parfums sans l'avoir essayé. C'est la même chose dans le tech, surtout au prix qu'on le vend. Là, je veux dire, les gens, ils ont leur job. S'ils achètent la mauvaise tech, puis finalement, les résultats ne sont pas là, ils peuvent perdre leur job. Il y a ce stress-là. Donc, ce que j'essaie d'amener ici, c'est de dire comment on peut rendre ça encore plus accessible pour le toucher du mieux qu'on peut. T'sais. Puis Vince en parlait, Vincent Bernard, il disait que dans certains processus de vente, même avant que ça se close, il va y avoir des proof of concept, des prototypes créés de pair avec le client. Où est-ce que le client va pouvoir, genre, je sais pas, faire rouler une partie de l'app qui... 50% de son trafic sur Coveo, 50% sur autre chose. Exact, c'est ça. Puis là, il fait comme, oh shit, la value prop, là, je la vois dans mes métriques. Tu as les résultats sur en e-commerce, en commerce électronique, c'est presque à chaque cycle de vente qu'on fait des proof of concept. OK. Puis, est-ce qu'on a... T'as-tu l'impression qu'on a des blind spots, vu qu'on n'a jamais fait de physique, de tangible en tech? Bien, je pense que c'est là où ça se développe le plus, c'est justement ça, de dire comment on peut mieux montrer aux gens. Je pense qu'on réalise pas, ou en tout cas, on réalise de plus en plus, qu'il y a un stress à acheter un tech. Il y a un stress pour les buyers à dire... Louis était avec le CEO de Thalia, qui est un des plus grands vendeurs de livres en Allemagne. Puis, ils ont signé avec Coveo, c'est un de nos clients maintenant. Puis, le CEO disait, j'ai peur. Ça me fait peur d'acheter du AI. Là. J'ai peur de faire l'erreur. J'ai peur de faire en sorte que demain matin, mes gens n'aient pas la bonne recommandation de livre en ligne. Donc, comment on peut les rassurer tout le long du processus d'achat? Parce que je pense qu'on prend pour acquis que, OK, let's go, on fait ça, c'est assez... on va te faire ce retour sur investissement-là, mais je peux-tu le toucher? Je peux-tu le voir? Moi, ma job is on the line. Là. Donc, chez Coveo, on a de plus en plus de moments pendant le processus d'achat, qui est parfois 6 à 9 mois, là, où on vient les rassurer, on vient leur montrer qu'est-ce qu'ils vont obtenir, dire qu'on va toujours être avec eux tout along the way pour s'assurer qu'ils vont être successful puis qu'ils vont pouvoir être... C'est fou parce que je peux pas m'empêcher de comparer avec la petite startup que nous autres on avait, Snipcart, puis nous, tu sais, convaincre un champion qui était programmeur puis qui tripait sur faire du e-commerce avec Snipcart, c'était relativement facile. Puis les stakes, les enjeux pour cette personne-là étaient relativement bas. C'est-à-dire qu'il l'essayait sur un site client, peut-être que le client n'était pas content, il whippait un Shopify, puis comme la relation n'était pas brisée, le mandat, le livelihood de la personne qui a championné Snipcart était correct. Mais ce qui est débile avec le scale de ce que vous vendez, c'est que tu as plusieurs personas différents qui, eux, ont des enjeux de carrière liés à « Hey, je signe-tu sur genre implémenter ça pendant la prochaine année ou je vais genre perdre ma job puis prendre... » Qu'il va falloir que j'investisse pour réparer, puis réinvestir. Traîner ça, oui, c'est ça, tu sais. Parfois, ça coûte cher réparer. Fait que vous avez des équipes de vente qui sont bons pour rassurer. J'imagine. Oui, puis on a plusieurs personnes impliquées. Un coup que tu deviens un client, tu as un customer success qui vient avec toi pour t'assurer qu'il t'accompagne dans les premiers mois puis tout le temps après pour s'assurer que tu t'atteins les résultats. Donc, c'est pas juste les ventes. Tu as un ingénieur, tu as des gens de CSM, tu as toute une équipe qui t'accompagne là, pour... Malade. Voilà. On est rendu à parler du Cirque du Soleil, je pense. Ah oui? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui ont appliqué pour le cirque, qui n'ont pas été pris. Comme acrobates? Oui, exact, comme acrobates. Ceux qui sont rentrés en faisant des backflips. Regarde, écoute, toi, d'ailleurs, t'as appliqué pour être acrobate, non? Moi, pour ceux qui me connaissent, j'en faisais des backflips avant, jusqu'à temps que je me brise la colonne vertébrale. Ça en avant? J'en fais plus. OK. Fait que chez là, on pense au Cirque du Soleil, c'est genre Guy la Liberté, c'est Fleuron québécois, c'est expérience incroyable, c'est Allegria, Allegria, right? Ah, c'était un de mes moments préférés. Il y avait ça qui jouait dans les années fin 90, je pense, chez nous. Fac. C'est plus que ça, le Cirque du Soleil. Puis ce que toi, tu faisais là-bas, c'était très business-centric. Puis ça dépassait genre, hey, il faut vendre des billets pour le nouveau show. Amène-moi dans les entrailles comme les goals. Pourquoi tu optimisais quand tu étais au Cirque du Soleil? Genre? Très bonne question. Merci. Alors, on optimisait les objectifs qu'on m'avait donnés quand j'ai pris le job, c'était 3 choses. Puis ça a évolué à travers le temps. Mais en gros,
augmenter, aller chercher un plus grand bassin de clientèle. Donc, évidemment, le cirque, c'est assez cher. Donc, c'est souvent des gens à grands revenus qui vivaient dans des grandes villes parce que le cirque voyage seulement dans les grandes villes où il y a une bonne densité de population. Donc, comment on peut aller rejoindre des gens avec un peu moins grands revenus, des familles, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. C'est la clientèle qu'on voulait aller chercher. Donc, il y avait ça, élargir la clientèle. Deuxièmement, c'était élargir la marque Cirque du Soleil en dehors de l'acrobatie. Oh. Et ça, c'est très difficile parce que les gens veulent voir de l'acrobatie quand c'est écrit Cirque du Soleil. Et dès qu'il n'y en a pas assez, les gens ne sont pas contents. Fait qu'il faut mettre des gens qui sautent dans les airs. Puis, donc, comment on fait pour faire autre chose? Genre quoi, mettons? On a fait un spectacle qui a été une failure totale, qui était des stunts de films dans un show à Vegas. Wow. On l'a fermé après 2 mois. C'était une catastrophe. Mais donc, on s'est rendu compte qu'il fallait acheter des marques pour le faire. Donc, on a acheté Blue Man Group. On a acheté une marque qui faisait des spectacles pour enfants qui s'appelle V-Star et qui faisait les shows de Pat Patrouille, entre autres. Insane. Fait que vous avez fait de la croissance par acquisition. Par acquisition pour aller pouvoir aller chercher d'autres choses. Parce que la marque Cirque du Soleil elle-même, essayer de la sortir du cirque, c'est très, très difficile. Huh. Puis l'autre truc pour lequel on travaillait fort, c'était sortir de l'art de la scène. Et ça, c'est venu aussi... La COVID, ça a accéléré ce processus-là, mais comment on fait en sorte qu'on n'ait pas juste des spectacles live et que les écrans deviennent un bon outil pour aller rejoindre une nouvelle clientèle. Et ça, anecdote, quand Guy Laliberté ne voulait pas qu'on mette les spectacles à la télé parce qu'il disait, en fait, puis il a raison, c'est difficile de voir l'impact d'une acrobatie sur un écran. Tu n'as pas ce même feeling-là de hauteur, de grandeur, de danger. Parce que c'est le danger qui fait que c'est trillant, le cirque, c'est que il va tomber. Donc, comment on sort de la scène et qu'on va sur les écrans? Donc, avant que la COVID arrive, on était en discussion avec les producteurs qui avaient fait la série Formule 1 pour faire la même chose pour les artistes de cirque. On était en discussion pour faire un reality show pour trouver les prochains articles. C'est une espèce de American Got Talent, mais pour les artistes. Des gros plays médias. Donc, sortir de juste les spectacles acrobatiques, la musique même, parce que justement, Allegria, comment t'en crées d'autres chansons qui deviennent iconiques comme ça pour des spectacles? Donc, c'était ça, en fait, notre gros mandat. Puis, quand tu disais démographiquement, il faudrait réussir à reach d'autres types de personnes, est-ce que ça a créé des discussions ou même des expérimentations sur le pricing du billet? Il y a un show à New York à Noël qui vient chaque année maintenant à New York. Là, le nom du spectacle me vient pas en tête. Mais c'est un spectacle de Noël à New York qui est genre 55 $. Fait que c'est comme un produit plus abordable. C'est un produit moins cher, produit d'entrée pour faire goûter le produit à une clientèle qui a un peu moins de sous, puis qu'après ça, on espère qu'ils vont pouvoir croître avec nous, puis qu'ils vont faire le bet de mettre l'argent qu'ils ont pour l'année pour un spectacle sur le cirque. Insane. Puis comment il va, Guy, ces temps-ci? Je sais pas. Non, OK. Laisse-moi l'appeler. J'essayais d'avoir le T. Mais moi, j'ai pas travaillé avec Guy directement parce qu'il était plus dans le cirque quand moi j'étais là. Il était plus propriétaire. Gotcha. Mais il était quand même toujours une inspiration. Puis il venait voir tous les spectacles avant qu'on les lance. Puis il y avait toujours son mot à dire. C'était nice. Toujours. Ouais. T'as des des bonnes mémoires, des bons souvenirs de cette expérience-là? Ouais. À vie. Extraordinaire. Parfait. C'est une marque, quand on parlait de branding, là, les gens t'arrêtent dans la rue. Ouais. Quand j'avais un manteau du cirque, les gens m'arrêtaient pour me dire... Fais un backflip. Fais un backflip. Excuse-moi. Fais la split. Là, je disais non. Mais pour me dire que le moment où ils avaient vu un spectacle, la première fois qu'ils avaient vu un spectacle du cirque, avec qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient ressenti, comment ça avait changé leur vie. Les gens m'arrêtaient dans la rue, puis c'était comme si j'étais une star. Là. J'étais non, mais je suis juste au marketing. Il n'y a personne qui a jamais fait ça avec ton Enterprise SaaS. Hein? Non, c'est ça. C'est un peu différent. Fait que là, I guess que la transition ici, c'est t'as décidé de faire un saut acrobatique de carrière. Oh, shit! Puis t'es allé en tech. Ouais. Il n'y avait pas nécessairement un pattern tech dans tout ce que tu avais fait avant. Fait que raconte-moi un peu cette transition-là. C'est exactement pour ça que j'étais en tech. Parce que je voulais... Ben là, le cirque, la COVID, on met tout le monde dehors, on déclare bankruptcy, Chapter 11, on le vend. Et là, on est comme 50, il reste 50 personnes à peu près.
j'ai plus d'argent pour faire du marketing. Tu sais, il reste plus rien, là. Ouais. Fait que là, je suis comme, bon, je vais faire d'autres choses. Où c'est qu'il y a de l'argent? Ouais, aussi, non, je me suis dit, où est-ce que les grandes marques de demain vont être? Tu sais, les Procter & Gamble, les L'Oréal, ça va être où? Et puis là, je me suis dit, c'est le tech. OK. À mon avis, c'est le tech, mais là, j'ai jamais fait de tech de ma vie. J'ai la misère à ouvrir mon ordinateur tout seul. Je suis comme, je vais faire quoi? Et là, mon ancien président au cirque connaissait, il était plus au cirque, il était rendu, c'est Sagar, c'est Jonathan Tétrault, je peux le nommer parce que c'est une personne importante pour moi. J'ai parlé à quelqu'un de là récemment. Nice. Et lui, il me dit, j'ai parlé avec Louis Têtu, tu devrais lui parler. Il cherche quelqu'un en marketing, hein, donc là, je parle à Louis, puis... je pense que les deux, on a décidé de prendre le bet un sur l'autre, dans le sens que lui, il prenait un peu un risque sur moi. Je n'avais jamais fait de tech de ma vie. Mais il a dit, écoute, des gens de tech, on en a plein la cabane. On a besoin du monde qui arrive avec d'autres choses, qui connaît le brand, justement. Donc, viens. Puis moi, j'ai dit, ben écoute, je vais essayer. Why not? Donc, on a fait... Puis ça fait 7 mois après, il me nommait CMO. Puis là, ça fait 3 ans et demi. Félicitations, c'est un gros move. C'est un gros move. C'est cool. Définitivement. Au début, je comprenais même pas ce que les gens disaient en réunion. Ouais, hey, parle-moi ça. Je comprends pas toujours encore, mais... Quand je suis rentré chez Snipcart, j'avais instauré ce qu'on appelait la Minute Noob. Où est-ce que quand les devs se mettaient à rire d'une joke sur Slack que je comprenais pas, puis tout ça, je disais « Alright, Minute Noob, là, c'est quoi un API, esti? » Puis lentement mais sûrement, petit train va loin, j'ai réussi à... J'ai googlé beaucoup de mots au début en cachette pour pas dire que je les connaissais pas. ben ça va faire le pont, en fait, actually, avec ma prochaine question, qui est en SaaS, il y a souvent un play de commercialisation puis de croissance qui passe par l'intégration avec d'autres plateformes numériques, d'autres produits numériques. Tu sais, le API Economy, tous ces beaux logiciels-là qu'on a fait, souvent, ils sont capables de se parler. Yes. Tu peux avoir les deux compagnies qui ont de la valeur en s'intégrant, etc., etc. Je pense que dans le cas de Coveo, c'est encore plus vrai, là. Vous avez des deep intégrations avec des joueurs comme Salesforce, par exemple. SAP, fair enough. Adobe. On en a... Non, on va arrêter là. On est good? Je sais pas. All right. Fait que ma question pour toi est un petit peu, est pas nécessairement technique, mais stratégique. La brand, on vient de parler beaucoup de marque, là, genre de perception. La brand des joueurs avec lesquels tu t'intègres, ajoute-tu un rôle dans la décision de oui, 100%. On s'en va avec eux autres? 100%. Pour moi, en marketing, c'est un cadeau de pouvoir travailler avec un Salesforce qui ont... Tout le monde les connaît dans les grandes entreprises. Qui ne connaît pas? Chez nos clients qu'on vise, là, tout le monde connaît Salesforce. Ils ont 80% du marché dans le customer service, qui est notre deuxième pilier, comme je le mets tantôt. Hein. Donc, nous, cette machine de guerre-là, Salesforce, qui est connue, qui ont de l'argent, qui réussissent à dépenser, qui font des événements à la Dreamforce où il y a 80 000 personnes, je pense, l'année dernière. Donc, d'avoir accès à ces gens-là, avoir ça grâce à Salesforce, c'est que je pourrais jamais, même dans mes rêves les plus fous, avoir accès à ça. Donc, ils me permettent c'est un amplificateur, en fait. Puis ça me permet d'avoir accès à... Puis ces gens-là recommandent Coveo. Donc, les vendeurs de Salesforce, les vendeurs de SAP vendent Coveo. Donc, c'est tout à coup, tu as des équipes de vente à côté qui vendent aussi Coveo, qui recommandent Coveo. Donc, c'est un multiplicateur pour des entreprises comme nous, puis ça augmente ma notoriété directement. Quand Salesforce dit « prenez Coveo » ou quand Salesforce dit « Salesforce, c'est notre client », donc non, c'est un client et un partenaire. Quand ils disent « on utilise Coveo dans 11 use cases », c'est de la preuve sociale. 100%. Donc. All right, folks, petit shout-out aux chiffres, partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrapped ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Mais mettons, je fais l'avocat du diable puis je laisse la partie plus anxiogène de ma tête penser. Est-ce que tu assumes un risque de si eux fuck up, mettons que Salesforce devenait vraiment plus une coqueluche, puis genre de plus en plus détesté par vos clients ou le CEO fait de quoi weird en public ou whatever. Ça, c'est-tu comme un risque de réputation, un risque de marque que tu fais juste comme assumer parce qu'il y a trop d'autres bénéfices, genre? Je pense pas qu'il y a un risque de marque si jamais Marc Benioff faisait quelque chose de mal. Je pense pas que les gens l'associeraient à Coveo. Il y aurait un risque business. Je pense pas qu'il y a un risque réputationnel. Je pense qu'il y a un risque business parce qu'il y a une grosse partie de notre business qui est associée à Salesforce. Si Salesforce meurt demain,
va falloir se retourner de bord puis trouver d'autres choses. Donc, on essaie quand même d'être toujours assez créatif pour ne pas être dépendant d'un partenaire. Donc, d'être diversifié, de jamais être 100% dépendant d'un seul partenaire que s'il nous laisse tomber ou s'il devient un compétiteur d'un matin. Ouais, Parce qu'il décide de spinner quelque chose ou d'acheter une compagnie, devient notre compétiteur, il faut se retourner. Donc, on est toujours dans cette perspective-là que c'est jamais pour toujours. Là. Maintenant, c'est ça. Je vais essayer de me faire connaître par leur install base rapidement pour pas avoir besoin d'eux autres, en fait. Je comprends. Avoir ta propre relation. Avoir ma propre relation avec leurs clients. Nice. Puis ça marche des deux bords aussi? C'est-à-dire que, est-ce que vous agissez comme genre de channel partner ou je sais pas si j'ai le bon mot là, pour les Salesforce? Ils n'ont pas vraiment besoin de nous autres. Ils ont besoin de nous autres comme technologie. Ils nous utilisent beaucoup, puis on peut pas les... Mais pas pour la commercialisation. Pas vraiment, non. OK, cool. Dans la réalité, là, c'est plus le petit joueur qui travaille avec le grand joueur. J'ai le goût de te poser une question parce que tu as dit, OK, je suis arrivé, moi je n'ai pas de la tech, j'ai googlé des mots on the side, juste être sûr que j'avais mes bases couvertes. Ça fait quel genre de leader, ça? Y a-tu fallu que tu travailles pour comme pogner un peu les creds techniques ou le respect du monde vraiment technique? Tu sais, je serais curieux de voir question, ça. Mais je pense que j'ai essayé de jouer autrement. J'ai essayé de jouer le fait que, puis j'utilise encore ça, le fait que moi, je connaissais pas Coveo Inside Out, mais nos clients non plus, nos prospects non plus. Donc, j'essaie de garder l'œil frais, de dire, il y a plein de monde avec qui on fait affaire qui connaissent pas les modèles d'AI, les LLM, Donc, ma job, moi, au marketing, c'est de rendre le message compréhensible pour cette... Donc, je vais continuer à garder mes yeux frais de la fille qui n'est pas une fille de tech. Ouais, parce qu'on ne vend pas juste à des gens tech. Là. Moi, je vends à des gens qui sont des directeurs de customer service qui comprennent la tech comme moi, je la comprenais. Là. Donc, je veux garder le fait que je ne suis pas deep experte dans la tech, prof. Je peux l'expliquer aujourd'hui très bien, là, mais... J'essaie de garder cet œil frais-là. Donc, j'ai voulu jouer ce rôle-là pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, de dire « Attends un peu, là, si moi, je comprends pas, il y a peut-être bien du monde qui ne comprendront pas. Là. Réexplique-moi-le. Là. Okay. Moi, il y a plein de monde ici, chez Coveo, que je vais y voir. Je dis « OK, explique-moi ça comme je t'avais 4 ans. » Puis là, il me l'explique différemment. « Réexplique-moi encore. » Puis là, après, parce que moi, après ça, j'écris les press releases, puis j'écris les messages. Il faut que je le comprenne pour pouvoir l'expliquer. Donc, je pose beaucoup de questions. On avait un insight dans notre Slack où est-ce que notre gars de no-code, on lui disait « Hey, explique-moi non ça comme si j'avais genre 4 ans. » Puis là, il nous l'expliquait comme si on avait 4 ans, puis on comprenait pas encore. Puis il disait « C'est quoi, là? Je vais te rendu, tu te l'expliques comme si t'étais une carotte. » Ça a comme stické, puis à cette heure, on se dit souvent « Explique-moi comme si j'étais une carotte. » C'est bon. Un petit peu de « Into my world. » All right, moving on. J'ai le goût de savoir comment tu décrirais ton style de management. Parce qu'il y a comme un genre d'éthos ou d'intérêt, genre, oh, la suite C d'une compagnie publique, genre, c'est comment qu'ils gèrent leur monde? Sont-tu genre vraiment autoritaires ou sont méga compassionate, empowering? Comment tu décrirais ton style? Ben écoute, j'ai posé la question à mes employés dernièrement, je suis comme, donnez-moi du feedback, tu sais, puis puisque j'avais de la misère à décrire moi-même, là, mon style, mais je pense que ce qu'on me dit, c'est que je suis exigeante, mais que je suis toujours là pour les aider. Dans le sens que... Mais ils savent que mon standard est élevé, puis je disais tout à l'heure que j'ai des dashboards, puis ça, moi, je suis une fille de résultats. Donc, on regarde nos résultats daily, weekly. Je trouve ça drôle, mais t'as peur, là. Oui, j'angoisse. Mais donc, puis ils savent que s'ils sont dans le rouge, là, il va falloir qu'ils l'expliquent puis qu'il y ait un plan. Ouais. Mais je suis toujours là pour les aider puis être leur support system. Puis quand ils me disent « Hey, là, j'en ai trop, je suis overwhelmed. OK, on s'assoit ensemble, on va regarder tout ce que tu as à faire, on va en enlever, on va le revoir. Ça, donne-moi là, je vais t'aider. » Tu sais, je roule mes manches pour les aider aussi. Fait que je pense que c'est ça, j'ai cette force-là, je pense, qui est là-dedans. Ce qui me dirait en négatif, c'est que comme tu sais, ça va vite, l'AI puis le tech puis tout ça, je suis peut-être dans l'urgence un peu trop souvent. À un moment donné, tout devient urgent. Et moi, je veux avancer vite. Ouais. Vite. Puis là, ça va pas assez vite. Fait que là, ça comme tout est urgent, là. Ben oui, tout est urgent aussi. Voyons, il n'y a rien qui n'est pas urgent. Donc, il faut que je priorise un peu mieux puis que j'arrive à doser ce sentiment d'urgence. Tu sais, on parlait de Marie-Michel Caron. Oui. Sur le pod, elle m'avait dit, j'ai dit, qu'est-ce que le plus tough à de travailler avec toi? Puis elle m'avait regardé bien straight, puis elle avait dit en anglais,
I don't reward effort. Genre Ouch! shaker dans mes culottes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je peux comprendre parce qu'à un moment donné, même si tu travailles fort et qu'il n'y a pas de résultat, exact. ça va pas bien aller. Ouais. 100%. Une femme qui a une carrière aussi exceptionnelle que la tienne puis qui continue d'évoluer, j'ose imaginer que tu fais pas ça tout seul, sans alliés, sans amis, sans entourage. Je suis curieux de voir c'est quoi le noyau un peu, que ce soit des pairs, des entrepreneurs, des mentors qu'il y a eu autour de toi ou qu'il y a là en ce moment. Ben, je dirais, je vais parler personnel un peu, mais je dirais mon chum, premièrement, parce qu'on a 2 enfants qui sont dans les sports beaucoup. Donc, un matin, j'étais à l'aréna à 6h30 pour aller porter mon plus vieux au hockey. Puis là, j'ai l'autre qui joue au hockey ce soir. Puis donc, il faut vraiment qu'on soit une équipe qui fonctionne pour que je puisse avoir cette job-là, puis avoir ces 2 enfants-là qui vont évidemment jouer dans la NHL. Je veux dire, on le sait. Donc, voilà. Fait que vous pourrez acheter les chandails Célestin, nom de famille. Ça va être à vendre bientôt. Donc, je dirais que ça, c'est essentiel pour avoir cette carrière-là. Puis quand j'étais chez Danone, puis le cirque m'a appelé pour aller travailler au cirque, j'ai dit non parce que je me disais je peux pas voyager. Tu sais, le cirque, ça demandait de voyager beaucoup. C'est mon chum qui a dit « Hey, c'est la job de rêve pour toi, vas-y, on va y arriver, on va le faire ensemble. » Fait que je pense que ça, il faut que tu ailles ça pour que ça fonctionne, je pense. Fait que ça. Après ça, il y a plein de... J'ai parlé de Jonathan Tétrault tantôt. Jonathan Tétrault... c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Au cirque, c'est lui qui m'a donné ma première job de CMO. Une journée, il m'a appelé puis il m'a dit « Écoute, la CMO a quitté. C'est toi qui vas le prendre. Go for it. » Puis j'avais jamais fait ça de ma vie, là, tu sais, je veux dire. Puis le lendemain, on avait un CT meeting. J'ai pas dormi de la nuit. Là. Je savais même pas comment j'allais me présenter avec les autres C-level. J'avais l'impression que j'avais 12 ans puis que j'allais pas réussir. Mais lui, il m'a fait confiance avant même que moi, je me fasse confiance. Là, tu sais. Puis c'est lui qui m'a placé chez Coveo. Ouais. Puis je m'en ai dit, je voulais faire un board. Je voulais être sur un board. Puis il m'a aidé à être sur le board de Loutec. Maintenant, je suis sur le board de Loutec, la compagnie québécoise qui loue du matériel, la machinerie de construction. Donc, tu vois, après le yogourt, le shampoing, tout ça, là, je suis aussi dans la machinerie de construction. Mais Sheila, je vais juste me permettre de double-cliquer. Une relation aussi, mettons, fructueuse qui t'a tiré par le haut carrément avec ce Jonathan-là. Ouais. C'est quoi la genèse de ça? Qu'est-ce qui fait que ce lien-là se crée? C'est-tu genre, t'as tellement show up, fait tes preuves que lui, il a comme développé une confiance en toi, puis il a dit yo, je sais que tu vas aller loin, je vais t'amener où ce que tu as besoin d'aller. Je pense qu'il y a tout ça. Je pense que cet homme-là a envie d'aider les autres, puis envie d'aimer les femmes, d'aider les femmes en particulier. Là, je pense qu'il il veut donner la chance quand il voit à des gens. Il aime ça mettre des gens en relation. Fait que je pense que c'est sa personnalité aussi. Puis le fait qu'on a travaillé ensemble, puis je pense que je l'ai aidé à faire des trucs qu'il voulait faire au cirque. J'étais là. Puis il y a des fits de personnalité. Il y a juste, on s'entend bien, ça a cliqué. Mais c'est fou on fait avancer les choses, mais ces gens-là, c'est des personnes clés dans une carrière. Puis moi, je dis tout le temps, je sais même pas pourquoi tu fais ça pour moi, puis je pourrais jamais te le rendre, mais... Puis je fais pas ça pour que tu me le rendes. Moi, je te connecte là. Bon, ça, c'est toi qui fais la job. C'est pas moi qui fais les entrevues, c'est toi qui les fais. Mais, puis Louis Tétu était ça pour moi aussi. Il n'y a pas grand monde qui engage des CMO qui viennent pas du tech dans le tech. Il y a une espèce de chasse gardée dans le tech qui fait que tu n'arrives pas à vendre du shampoing pour travailler dans le tech. Mais Louis a cette ouverture-là, cette envie-là d'amener de la diversité, pas juste la diversité femme, mais la diversité de façon de penser, la diversité de façon de faire les affaires. Fait que lui aussi est Puis il m'a nommé CMO. Il aurait pu aller chercher quelqu'un de Silicon Valley pour faire ce job-là. Là, on peut-tu parler de ça un peu? Le fait d'être une femme exec en tech? Genre, clairement que de l'extérieur, si t'avais eu des échos pis tout, t'as vu que c'était beaucoup mâle, là, tu sais, souvent dans le leadership, puis je pense que plusieurs compagnies font différentes initiatives, différents efforts, puis tout ça, mais ça a-tu été un concern ou une réflexion pour toi, ça? Parce qu'à parler avec des femmes, mettons, ambitieuses, talentueuses qui ont réussi, ça me permet de mieux catcher c'est quoi ces tracks-là puis ces réalités-là que moi, comme white boy de start-up de white boy, j'ai pas vécu ça. Là, tu comprends? Non, clairement pas. Fait que je pense que si on peut en parler un peu, c'est quand même cool. Ouais. Écoute, moi, c'est ce que je voulais. Tu sais, c'était mon objectif. Je voulais être CMO depuis que j'ai
depuis que je suis sur le marché du travail. Là. C'était mon objectif. Je pensais que tu allais me dire depuis genre 8 ans. Non, pas vraiment. Mais je voulais faire ça. C'était mon objectif. Fait que, mais j'étais mon first roadblock là, à le faire parce que j'avais le sentiment d'imposteur, parce que à la table, quand les gens parlent, je savais pas comment prendre position au début. Je manque de confiance. Donc, je pense que les femmes, on est parfois notre first obstacle, tu sais, parce que un coup que tu arrives à la table de C-level, là, tu sais, je veux dire, on est tous des gens comme tout le monde. Finalement, on a juste plus d'expérience ou on a eu de la chance un peu. Puis là, je suis pas plus intelligente que les gens dans mon équipe. C'est pas pour ça que je suis là. C'est juste que j'ai plus d'expérience. J'ai peut-être vécu des affaires qui fait que là, je suis là, mais il y a bien des gens dans mon équipe qui sont plus intelligents que moi. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut remettre ça en perspective, de dire... Il y a une question de timing dans tout ça aussi. Il y a une question de dire, OK, j'avais ce qu'il y avait. J'ai ce qu'on a besoin chez Coveo en ce moment. Dans 5 ans, est-ce que je vais être la meilleure CMO pour Coveo? Probablement pas. Mais là, en ce moment, c'est moi. Fait qu'il faut se mettre dans ce mindset-là, je pense, quand tu as ce rôle-là, qui est un cadeau là, de faire ça. Tu sais, juste un privilège de pouvoir faire ce genre de job-là. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai cette responsabilité-là. C'est un privilège. Puis là, maintenant, j'ai la responsabilité de le faire puis de le faire bien parce que c'est tellement une entreprise exceptionnelle avec tellement de potentiel que il faut pas que je rate ma shot, là, tu sais. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? C'est-tu le côté exigeant que tu as comme déjà mentionné? Sûrement le côté exigeant, puis sûrement le côté que je travaille fort. Et en termes d'heures aussi, là, ça fait que c'est un peu, je pense que les gens ont l'impression peut-être que je m'attends à la même chose d'eux autres en termes de nombre d'heures de travail, de quantité de travail, puis c'est pas ça. T'sais, moi, j'ai toujours été celle qui travaillait le plus dans la salle parce que je voulais être CMO. J'ai toujours été celle qui mettait le plus d'heures, qui était tout le temps over-préparée pour les réunions. Ma blonde est pareille. Ouais, c'est peut-être une affaire de femme, là, évidemment, mais... Donc, je pense que les gens dans mon équipe qui me regardent peuvent penser que je m'attends à ça d'eux aussi, mais c'est pas ça. Tu sais, je m'attends pas à la même chose. Je m'attends au résultat, puis que la job soit faite, que tu le fais. Si tu le fais en 2 heures au lieu de 4, honnêtement, good for you. Okay. Donc, mais je pense que cette image-là de elle travaille fort, elle a 2 enfants, fait si t'es overachiever, puis que je m'attends à ça, non. J'ai juste pas pogné. Moi, j'aurais aimé ça pas être de même, honnêtement. J'aimerais ça pas être tout le temps comme ça. Puis, on the flip side, qu'est-ce qui est le plus fun, tu penses, de travailler avec toi? Je pense que je suis accessible, tu sais, je me prends pas pour une C-level, là, puis tu sais, je fais des jokes avec tout le monde, j'ai l'impression, il y a des gens qui travaillent avec moi ici, pourraient peut-être le dire, mais je pense que je me prends pas pour une autre, j'étais avec eux autres, je me suis toujours dit, c'est moi, je suis là, mais j'étais à leur place il y a 3 ans. Là, je veux dire, on est tous ensemble, fait que super accessible, puis je suis là pour aider tout le temps. C'est quelqu'un qui me lève la main puis qui me dit, j'y arrive pas, ou, hey, t'as-tu 5 minutes, là, je me donne un conseil. Je pense que j'essaie en tout cas d'être tout le temps là pour ces moments-là, d'être super disponible pour les gens. Comme je te disais, c'est comme... là, on a comme une fenêtre sur une carrière suite C dans une compagnie publique en tech de Québec. Fait que je vais creuser un petit peu là-dessus. A day in the life, mettons, d'une CMO comme toi, ça ressemble à quoi? Tu sais, t'as comme mentionné plusieurs heures, fait que je serais curieux de... C'est juste des meetings. Moi, je suis en meeting. J'ai pas de moment où il n'y a pas de meeting dans mon agenda. T'as pas le maker schedule avec rien dans Google Calendar. T'as le manager schedule. C'est des meetings souvent d'une demi-heure back-à-back. Fait que c'est beaucoup de context shifting. Là, donc, switching, merci. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est beaucoup de ça, de dire, là, j'arrive dans un meeting, on va parler de lead generation. J'arrive dans un autre meeting, on va parler de messaging. Là, j'arrive dans un autre meeting, on va parler de vente. Après ça, on va parler de... je vais rentrer dans un meeting de board où on a un autre... Donc, c'est beaucoup de ça. Fait qu'il faut... C'est beaucoup d'énergie. C'est de l'endurance, quasiment. C'est de l'endurance, c'est vraiment intense. J'arrive le soir, puis je suis comme... Ou même tantôt, quand j'ai fini là, ma journée, puis je t'ai vu, j'étais comme, OK, bon, OK, là, j'essaie juste de me remettre dans un moment d'humanité, là. OK, là, je suis un humain normal, je respire, j'ai le temps de prendre un verre d'eau, tu sais, j'ai pas eu le temps d'aller faire pipi, j'ai pas eu le temps de manger, j'ai pas eu le temps de... Je fais juste des meetings. Fait que c'est beaucoup de meetings. Ma job, il n'y a pas grand-chose que c'est moi qui fais. Ouais, c'est que t'es comme C-level. On est des guides, on répond aux questions, on challenge, mais c'est rare que je
fait, tu sais, je veux dire que j'ai fait une présentation par exemple ou un projet, je vais souvent être impliquée, je vais corriger, je vais donner des commentaires, mais faire quelque chose complètement de scratch, là, je ne fais plus autant, en fait. Ouais. Puis je fais plus tant de marketing, je fais beaucoup d'HR. Tu sais, j'ai 95 personnes dans mon équipe, c'est beaucoup d'HR. Fait que moi qui étudie en marketing et pas en HR, des fois tu dis, j'aurais le goût des fois de faire du marketing. Moi aussi, c'est ça que j'aime faire, mais j'en fais moins. J'en fais peut-être 30% de mon temps, je fais vraiment du marketing. OK. Alright, folks, petit shout-out à Coveo, employeur certifié Ça se passe. Coveo, c'est une plateforme d'intelligence artificielle pour entreprises à la fine pointe. Si vous voulez une solide carrière dans un scale-up d'ici qui sert des clients comme Salesforce, Xero, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S, puis checkez notre job board pour voir tous les postes ouverts. OK? Back au pod. Parlant de marketing, Coveo, ça ne vend pas des pneus ou des plasters. C'est-à-dire que la promesse du produit, de la plateforme qui est vendue, n'est pas nécessairement comprenable one shot. Non. Tu vas avoir différents ICP, tu l'as mentionné, étant donné qu'ils vont être plus sophistiqués que d'autres. Ma question de marketeur pour toi, c'est comment tu fais pour écrire, déployer, tester un messaging puis un positionnement qui est comme clair quand tu es dans surtout une ère de Gen AI puis de AI puis que le monde sont tous un peu mêlés sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas. Comment il y a plein de choses qui rentrent dans notre processus de création du message. Il y a beaucoup d'entrevues avec des clients potentiels. Nous, tout le monde, tous nos cycles de vente, que ce soit un win, que ce soit un client qu'on gagne ou un client qu'on perd, on va faire une entrevue après pour comprendre. Fait qu'on fait du win-loss interview là, pour comprendre pourquoi vous nous avez acheté, pourquoi vous ne nous avez pas acheté. Ça nous permet de fine-tuner notre message, de mieux comprendre. On fait des entrevues sur... on va montrer notre messaging à des clients pour dire... Des clients qu'on respecte beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui manque? On regarde la concurrence. Qu'est-ce que les autres disent? Puis souvent, on dit un peu la même affaire. Donc, comment on va se différencier? Parce que là, ça sert à rien qu'on dise tous la même chose. Donc, on a une veille concurrentielle qu'on regarde constamment pour voir quels mots ils utilisent, comment nous, on l'utilise, comment nous, on l'explique. Puis on regarde nos taux de conversion sur nos pubs. Est-ce que ça... des expériments constamment des nouveaux messages, puis voir qu'est-ce qui... Ben, tu sais, comme on a un événement qu'on fait la publicité en ce moment, qui est Relevance 360, on a probablement une dizaine de pubs qui roulent, puis la semaine prochaine, on va en réduire de 4 parce qu'ils marchent moins bien, puis on réduit, puis on en lance d'autres. Donc, on est tout le temps en expérimentation de messages pour tester qu'est-ce qui marche pas. Fait que c'est quoi la grosseur de l'équipe qui gère tout ce côté-là? Tu sais, marketing pur, moi, on a 90 personnes, 95 personnes au total. Il y en a 30 personnes que c'est du business development. Donc, c'est nos SDR, nos BD, ceux qui font les cold calls puis les emails. Le reste, c'est marketing. Là-dedans, les gens qui font du messaging pur, il y en a probablement 5-6. Quand même. Puis après ça, j'ai des campaign managers, j'ai des websites, tous les gens website, front-end, back-end, customer marketing, PR. D'ailleurs, PR est ici, Federica, quelque part. J'ai les gens de digital marketing, les product marketing managers. Mais tout le monde fait un peu de messaging, dans le fond, parce que, je veux dire, tout ce qu'on fait a une visibilité à l'externe, puis il faut choisir les mots, l'image. Donc, on est tout le temps... Honnêtement, le messaging, c'est une obsession de tous les jours. On n'est jamais stand-still dans notre messaging. Il est en constante évolution. Mais c'est un truc que j'avais dit à Vince dans le premier pod que j'avais fait avec vous. C'est comme, dude, je refresh la page d'accueil à chaque semaine, puis des fois, c'est pas la même chose. Genre. Parce qu'on est en A/B testing, parce qu'on change souvent. Ouais. Exact, mais tu le vois... Mon point, c'est que c'est comme une fenêtre observable par n'importe qui. Ça roule, puis ça expérimente. Ouais, puis si tu l'aimes pas, tu me le diras la prochaine fois. C'est bon. Puis là, tu as mentionné une partie de la team de marketing, donc des BDR, des sales reps, SDR. BD, tous ces gens-là, ces beaux gens-là qui doivent créer une demande puis trouver des leads pour les vendre. Right? Mettons, je le mets grossièrement. Fait que t'as ça qui est sous ton chapeau de CMO, mais t'as aussi de la vente pure et dure. Fait que ma question pour toi, c'est, avec un produit qui est relativement complexe, des clients qui sont très gros puis probablement demandants, ça doit être plus que juste un SOC 2 pour rentrer Coveo chez SAP ou whatever.
comment tu fais pour embaucher le bon monde en vente, scaler ces équipes de vente-là? Tu sais, il y a plein de monde qui commence là, à pogner de l'attraction en SaaS dans l'audience, puis sont comme, là, je suis rendu à embaucher mes premiers vendeurs, genre, puis à avoir une structure d'incentive, puis, OK, le lead gen, on va le faire de même, puis juste avoir un peu de visibilité sur comment vous le faites, scaler sales, mettons, chez Coveo, ça... Ouais. Tu sais, sales, pour nous, est en deux parties. Une partie qui n'est pas sous moi, donc tout ce qui est account executive, donc les gens qui vont... Donc, je vais retourner au début. Le processus, c'est nous, le marketing crée de la visibilité, crée de l'engagement, puis crée des leads. Donc, on classifie les marketing qualified leads. Fait que ça, c'est la première partie du marketing. Après ça, moi, c'est toujours une course à relais. On passe le bâton à l'équipe BD-SDR, qui est aussi en dessous de mon équipe, qui, eux, prennent ces leads-là et leur but, leur obsession, c'est de transformer ça dans un meeting, d'avoir un meeting avec ces gens-là. Eux autres, c'est d'avoir un rendez-vous, d'avoir un meeting. Patrick, mettons, sa team. Exactement. Ça, Patrick Lavergne, c'est sa team. Donc, eux, c'est de faire des appels, faire des emails pour que ces leads-là que le marketing a trouvés deviennent des meetings. Quand on a le meeting, là, on va voir est-ce qu'il y a un intérêt. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité que ces gens-là aient envie d'acheter Coveo? Si c'est oui, ça devient un SAL, un Sales Accepted Lead. Et là, on embarque le AI tranquillement. Là, ça, c'est plus dans mon équipe. Je repasse le relais à l'équipe de vente pure et dure, qui est sous notre Chief Revenue Officer. OK, c'est ça, c'est sous le CRO. C'est sous le CRO. Fait qu'eux, c'est des gens plus expérimentés. Tu sais, BD, SDR, c'est des postes d'entrée. Ils ont parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience. Puis leur envie, c'est de devenir des account executives. Là. Fait qu'on est aussi la pépinière pour l'équipe des... La traque de carrière est là. Exactement. Genre. Et là, on passe le relais à l'équipe des account exécutifs qui, eux, rentrent, font des démos et là, vont venir quantifier le potentiel de cette opportunité-là. Mettre un chiffre potentiel de vente, puis pouvoir classifier vraiment quel use case, puis mettre un pourcentage potentiel de gain. Est-ce qu'on va le gagner ou pas? Puis c'est là que des joueurs plus techniques vont arriver dans le décor. Exact. On va avoir des ingénieurs qui vont embarquer pour faire des démos. Puis même parfois, l'équipe de produit va venir pour pouvoir voir comment on peut tweaker le produit pour ce client-là quand c'est des gros clients. Oui, parce que j'avoue que je veux dire, l'ampleur des contrats que tu peux signer avec Coveo peut justifier du remaniement de roadmap de produits. Complètement, genre, 100%. 100%. On a signé des gros clients où on a changé la roadmap, ou en tout cas ajouté des trucs dans la roadmap pour eux. Tout à fait. All right. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi la partie vente qui est sous le CRO? Ouais. En termes de size, as-tu une idée? De size, oui. Je dirais en Amérique du Nord, c'est séparé en deux. Déjà, à la base, on a une équipe... C'est nouveau que ça soit séparé en deux, mais maintenant, on a une équipe de land et une équipe d'expand. Donc, des gens qui sont vraiment apporter des net new logos, puis des gens qui viennent travailler à faire croître nos clients actuels. Avant, c'était mélangé. On a décidé de le séparer pour 2 raisons. La première raison, c'est de s'assurer que nos clients sont mieux servis, ont un service vraiment hors pair, puis qu'on puisse vraiment bien les suivre pour s'assurer de leur succès. Puis, land pour être obsédé d'aller chercher des nouveaux clients. Vraiment, des gens qui se lèvent le matin. Éduque-moi. On dirait que ça fait une couple de fois que j'entends ça, puis je suis comme, à part le fait que c'est un nouveau logo déroulant sur la homepage, ça veut dire quoi, ça veut dire que c'est une compagnie avec qui on n'a pas fait affaire avant. C'est bon, that's it. That's it. C'est juste, ils n'ont jamais fait affaire avec nous avant. C'est complètement nouveau dans notre portefeuille de clients. Cool. Fait qu'il y a un split land and expand. Oui, exactement. Donc, 11 AI dans la partie expand, une vingtaine en land. Après ça, on a une équipe d'une 5-6 en Europe. Puis là, maintenant, on développe l'Australie, New Zealand, où on a 2 personnes là-bas. Malade. Qui sont prêtes à grossir. L'Europe grossit aussi très, très vite pour nous. Donc, c'est à peu près comme ça. Puis après ça, il y a l'équipe d'ingénieurs qui est avec l'équipe de vente aussi, parce que sont essentiels dans tout ce qui est la partie démo très, très technique. Puis là, on a mentionné, je suis pas capable de faire les mathématiques en live, puis même pas en live, j'ai de la misère, je te dirais. Fait que c'est plusieurs joueurs, plusieurs équipes. Le bâton se passe de départ en départ, dans différentes géographies aussi. Ouais. Puis là, tout ça, ça s'inscrit sur un cycle, mettons, de closing de 6 à 9 mois, tu disais? Oui, à peu près. Roughly. Ouais. Mais là, toi, mettons, au top, ou le CRO au top, là, comment vous faites pour avoir de la visibilité sur... Oh mon Dieu, on les suit un à un, les deals. Chez eux, genre? Ou... qu'est-ce que... Oui, juste que chez eux. Non, mais on suit les deals. Fait que vous avez du tooling pour ça? Ah oui, complètement. Probablement, c'est Salesforce. On utilise Salesforce comme bon. étant notre suivi. Donc, dans Salesforce, on est capable de traquer. Donc, les ventes mettent un potentiel de succès. Donc, ils m'ont dit ça, je le mets dans mon highly expected que ça va closer ce quart-ci, dans mon stretch, dans mon
it's gonna push. Donc, on met un pourcentage de potentiel de win dans le quart, dans les 2 prochains quarts, dans la prochaine année. Et puis, tout ce qui est SQL, donc ce qui a été nommé une opportunité potentielle, là, elles sont traquées de façon daily pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on avance sur ce dossier-là. Et ça, c'est vu par le CEO, le CIO. Moi, je veux dire, on les regarde... il y en a beaucoup, là, mais on les regarde une à une. Parce que c'est des gros joueurs, justement. Ben parce que c'est des gros joueurs. Puis si t'en perds un, puis ça s'en va chez la concurrence... ça affecte vos objectifs trimestriels. Directement. Puis là, faut... En aucun cas, on veut rien laisser passer. Donc, il faut que ça soit une obsession de regarder ça en parlant. Fait que ta visibilité, elle vient d'un accès ou d'une view dans Salesforce. Exact. Plus ce que les puis gens on fait une réunion puis... chaque lundi, 4 heures. Okay. C'est tout le management meeting. Donc, tous les VP, on se rencontre chaque lundi, 4 heures, puis on revoit ces chiffres-là tous ensemble. Puis on revoit même, on parle des gros deals ou des potentiels churn. S'il y a des potentiels churn, des clients qui... on en parle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème chez ce client-là. Donc, chaque lundi, c'est notre moment où on parle de ces choses-là en live. Insane. Puis... OK. Fait que mon autre question, tu me diras si tu penses à rapport ou pas, mais le fait que la compagnie est publique, puis qu'elle a comme des comptes à rendre de façon genre générale, il y a quelqu'un qui n'aime pas les compagnies publiques là-bas. Oui, c'est ça. Est-ce que ça amène une pression sur les vendeurs? Est-ce que ça module les coms des vendeurs? Ça joue-tu? Ça ajoute une pression de rigueur, c'est certain, parce qu'avant, si tu manques un quart de vente, c'est pas très grave. Tu sais, je veux dire, OK, on va se reprendre le quart d'après. Là, on sait très bien qu'il va falloir aller présenter les résultats à la fin du quart. Au board. Et puis devant les investisseurs, au marché. Il faut les... Donc, il y a une rigueur dans le forecasting qui est très, très important. C'est-à-dire qu'il faut prédire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a prédit. Donc, il n'y a pas d'autre choix, parce que sinon, notre action va tanker ou on ne peut pas faire ça plus que 2 quarts in a row. Là, donc, il y a vraiment une pression d'être meilleur à prédire les résultats qu'avant, à avoir une plus grande croissance, une croissance rapide. Nous, on n'est pas encore profitable, mais il y a évidemment une demande de profitabilité. Puis quand on a prédit qu'on serait profitable cette année, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on va être réprimandé pour ça dans notre valeur de l'action. Donc, c'est c'est plus complexe de gérer une entreprise publique, définitivement. Ça vient aussi avec des avantages d'investissement puis de potentiel après de croissance. Mais puis même dans la façon dont on parle, on ne peut pas faire des claims qui sont faux quand tu es une entreprise publique. Donc, ce que je mets sur mon site web, il faut que je puisse le prouver, il faut qu'il y ait les sources. Je suis une entreprise publique qui est redevable. Donc, c'est beaucoup plus strict dans tout ce qu'on fait. Ouais. Ça me stresse quasiment, tu sais, on dirait. Oui, c'est un peu stressant. D'ailleurs, je t'ai dit, parle-moi pas de chiffres parce que je veux pas dire des niaiseries, puis après ça... C'est ça. Non. Exact. Il y a du scrutiny. Exact. J'essaie de voir... Je sais pas si tu peux parler de ces chiffres-là. Tu veux me dire... Dis-moi si tu peux en parler ou pas. Mais genre, dans un quart donné, mettons, la quantité de SQL, Sales Qualified Lead, tu sais, les vrais gros... Je pourrais pas te le dire, mais ouais. Tu pourras pas me le dire, OK. Double digits, single digits. Genre, mon point est genre qu'à la grosseur de deals que vous faites, ça doit pas être genre, il y a 100 deals SQL. Tu comprends ce que je veux dire? Si toute la suite ça, puis toutes les VP checkent chaque gros deal de même, ça veut dire qu'il y en a pas des centaines. Non, il y en a beaucoup. Non, il y en a des centaines. Il y en a des centaines? Ah oui, il y en a des centaines. OK. Chaque 3 mois, oui, des centaines. OK. Parfait. Ben, on move on, hein? Qu'est-ce que je dis? Tabarouette. La dernière question que j'aime poser à des compagnies où est-ce que le marketing et la vente, c'est plus sophistiqué, c'est plus développé, c'est est-ce qu'il y a une brisure ou un schisme entre le marketing et la vente de par le fait qu'une bonne partie vit sous toi dans l'org, puis une autre partie vit sous... C'est qui le CRO? John. Salut John. Il est tout nouveau d'ailleurs, il s'est joint à nous il y a 1 mois. Parfait. Puis, y a-tu un background en tech? Oui. Silicon Valley. Il vit encore là-bas. Ah, ouais. Tabarouette. Avoir su, je serais allé le voir pendant que j'étais en vacances. Mais, fait que as-tu l'impression que ça existe, ce schisme-là, ou pas vraiment chez Coveo? Non, tout à fait. Genre... moi, mon mandat, quand j'ai été nommé CMO, c'est de refaire un bridge entre les deux, ou faire un bridge qui était plus fort entre les ventes et le marketing, parce que
pour que ça marche, il faut être tout allié ensemble. Il faut vraiment travailler ensemble pour pouvoir être un amplificateur un à l'autre. Sinon, si on ne va pas dans la même place... Moi, je dépense de l'argent en marketing pour amener des leads. Si les ventes ne les travaillent pas après, on vient de perdre de l'argent. Là. Comme compagnie, ça ne fait pas de sens. Il faut que les leads que je rapporte soient travaillés par l'équipe de vente jusqu'à la fin. Sinon, notre retour sur investissement sur ce marketing-là est nul. Okay. Donc, il faut travailler en équipe ensemble. Une chose qui a beaucoup aidé, c'est quand on a bougé l'équipe de BD, SDR sur le marketing. Pourquoi ça a aidé? Pourquoi vous avez ça a aidé parce que tout à coup, j'étais pas seulement un cost center, mais je faisais partie de... Et là, ça change complètement la perspective de nos relations vente-marketing. Ça s'est fait pendant ton Ça s'est fait il y a 1 an et demi. OK, c'est bon. Donc, à moitié de mon parcours, on a décidé de bouger l'équipe. Donc, moi, je pense que c'est une bonne façon de mettre les deux équipes ensemble parce que les SDR, aujourd'hui, mes SDR et les AI travaillent en équipe ensemble. Il y a une partie qui est en dessous de moi, une partie qui est en dessous de John. Donc, nous, ça nous force à se parler, à se coordonner. Ces équipes-là se parlent mieux. Ça fait le lien entre les deux. Nice. Puis moi, ce que j'ai inculqué à mon équipe, c'est de dire, dans une entreprise B2B, on travaille pour les ventes, le marketing. On travaille pour ramener des leads aux ventes. Le jour où tu te penses comme ça, ben là, je vais voir les ventes pour dire quel lead tu veux, qu'est-ce qui marche pour toi. Le pont se fait, genre. Et là, on ne travaille plus Quand j'ai commencé, les ventes disaient tout le temps, on n'a pas assez de pipeline, on n'a pas assez de pipeline. Je n'étais plus capable d'entendre ça. Je peux plus, là. Donc, on essaie. Et là, je n'entends plus, ou moins. On en veut tout le temps plus, mais il y en a, puis on travaille ensemble, puis ils connaissent mes obstacles à moi pour ramener plus. Je peux pas juste multiplier le pipeline par 5 d'un matin. Donc, le discours a changé, mais c'est du travail de tous les jours. Tu sais, eux, ils sont successful si moi je le suis, puis moi je suis successful si eux ils le sont. Donc, il y a toujours une tension saine quand même. Il faut qu'il y ait cette tension-là. Elle est bonne. Puis là, mettons qu'on recule un peu dans le funnel au marketing, vraiment, là, la génération de ces leads-là pour les ventes. J'imagine que c'est plus complexe que mon opération de 1 blog post par semaine optimisé pour le SEO. Fait que, ceci étant dit, il y a plusieurs canaux. Il y a du paid. Vous devez faire des trade shows, du PR. Vous devez en faire aussi du contenu. Écoute, genre, marketing par intégration. Il y en a à pu finir, là, des channels. Ouais. Comment toi ou le monde qui gère ça en dessous de toi garde une visibilité sur de multiples canaux d'acquisition en même temps? Parce que moi, on dirait que c'était comme, genre, j'ai pas pu geeker out sur ça, tu sais, j'avais pas le scale pour... Moi, là, probablement, je peux pas tout voir, mais ce que je fais, d'ailleurs, c'est la semaine prochaine, chaque début de quart, de semestre, mon équipe me présente le plan marketing des 3 prochains mois. Puis maintenant, même, on essaie de faire, moi, j'essaie toujours de faire rolling two quarters. Là. Fait que 2 semestres à venir, et ils me présentent leur plan. Donc, le but de ça, c'est qu'ils me présentent les activités du quart passé. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les résultats? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'on apprenne de ce qu'on a fait. Fait que leur présentation, ils me le présentent tout un après l'autre. Puis leur présentation commence toujours par le quart passé. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a marché? Et après ça, qu'est-ce que je prévois faire dans le quart futur? Puis pour chacune de ces activités-là, combien d'MQL on va créer? Combien d'SL? Combien d'SQL? Et là, après ça, on peut traquer si on a réussi à faire ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Donc, ils me présentent ça sous forme de calendrier. Après ça, on double-clique sur les plus grosses activations. T'sais, comme là, on s'en va à Dreamforce dans 2 semaines. C'est un gros investissement pour nous. Donc là, ils me présentent le plan Dreamforce. Qu'est-ce qu'il y a autour de Dreamforce? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les activations? Qui va? C'est quoi le messaging? Le boot va avoir l'air de quoi? On va donner quoi comme cadeau? T'sais, ils me présentent le truc parce que là, c'est un gros investissement. Quand c'est un plus petit truc, je rentre moins dans les détails. Ils me le mentionnent, mais je fais confiance que là, les gens en place vont le faire. Mais quand c'est des gros investissements, là, je veux connaître l'ensemble. Puis souvent, on va faire quelques rencontres sur ce gros investissement-là en particulier. Est-ce que toi, je me rappelle, nous, on était acheté par une compagnie, Douda, puis il allait participer à certaines grosses conférences, mettons, SaaStr, qui est aux États-Unis. Puis souvent, la suite, c'est où quelqu'un VP, ou allait donner des conférences, puis comme participer, puis tout. Tu montes-tu sur le stage, toi, pour je le fais. Oui, tout à fait. À part ici, là, évidemment. Ben là, je le fais à Scale AI la semaine prochaine. OK, let's go. Après ça, je vais être peut-être à Neil Patel qui font un Digital Summit. Je vais peut-être le faire là. Oui, je fais là, honnêtement. Neil Patel, c'est le bon vieux Neil. Oui, c'est ça. Ben, ils font leur summit, puis là, il faut que je décide si je le fais ou pas parce qu'ils voulaient ma présentation pour vendredi, ce qui ne sera pas fait. Donc, il optimise pour la conversion. Oui, il optimise pour la conversion. Il a compris, lui. Il a compris. C'est notre agence, d'ailleurs, de SEO. T'es-tu sérieuse?
C'est donc bien intéressant, ça. Ouais. On va s'en aller vers notre closing, puis on va pouvoir ouvrir pour les questions aussi. Côté plus perso, y a-tu une erreur que tu as faite que tu as le goût de partager avec du monde? J'en ai fait plein. Plein. Puis je pense qu'il faut en faire pour Absolument. apprendre. Là. Une anecdote, je dirais, là, que j'ai faite en début de carrière. Puis je pense qu'elle est intéressante parce que ça a forgé le futur. Puis vous avez peut-être trouvé ça très anecdotique, mais ça fait que vous allez comprendre pourquoi je suis si perfectionniste aujourd'hui. Mais chez L'Oréal, donc notre patron mondial de L'Oréal débarque à Montréal, M. Agon. C'est le patron mondial, là. C'est de shit, là. C'est le patron du monde. Ouais. Fait que là, il débarque, puis là, il vient avec toute sa ribambelle d'hommes qui le supportent. Maquillé. Non, j'arrête. Et puis là, moi, j'arrive dans la salle, puis là, fallait que je présente mes T'as quel âge? plans. T'as quel âge, mettons, là? Écoute, j'ai quel âge? J'ai peut-être 31 ans, 30 ans. OK. T'es stressé, là. Non, ça fait une semaine que je me répare, j'ai pas dormi, j'ai à moitié mangé. Je veux mourir, là. Puis là, comment on arrive chez L'Oréal, en plus, faut avoir tous les produits de la concurrence avec nous. Donc, j'ai des trolleys, là, de produits que j'amène avec moi dans la salle. J'ai chaud. Là, je mets ma présentation à l'écran et là, je commence à présenter. Et là, arrêtez-vous, madame. Arrêtez-vous. Et là, il me dit qu'il y a une erreur de calcul sur ma slide. Il y a 2 chiffres qui ne s'additionnent pas. OK? Fait que 35 plus 5, j'ai pas écrit 40, j'ai écrit 41. Et là, il me dit, ils sont plein de monde, il me dit, fermez votre présentation, allez corriger vos trucs et revenez quand ce sera bon. Mais là, il faut que je sorte de la salle. La walk of shame. Je sors et là, je m'en vais à mon bureau, j'ai le goût de pleurer ma vie parce que là, il faut que je retourne après, tu sais. Ah, j'aurais déménagé. Et là, ils attendent, tu sais. Et là, je rentre, je replugue mon ordi et là, je recommence. Mais depuis, je suis obsédée. C'est sûr, c'est Par un les trauma. résultats. On a fait une présentation la semaine passée, puis là, j'ai à mes employés, ça s'additionne pas, c'est pas le bon. Puis voyons, relax, on va l'additionner. Après, je suis comme, non, vous comprenez pas, je suis PTSD des chiffres qui s'additionnent dans les slides. Fait que c'est des anecdotes, mais il y a eu plusieurs anecdotes comme ça qui fait qu'aujourd'hui, des fois, on me demande pourquoi je suis focus sur Mais c'est ça qui fait que tu deviens qui tu es. Puis l'attention aux détails chez L'Oréal, c'était hyper important. Puis aujourd'hui, si je suis attentionnée aux détails, à l'image, à la couleur, c'est par mes 13 années de souffrance. C'est une excellente anecdote, Voilà, c'est une petite honnêtement. anecdote. J'adore. Qu'est-ce que tu dirais en rapid fire, mettons, qui est le plus fun versus le plus tough dans la compagnie en ce moment? Je dirais que c'est la même chose. C'est la folie du AI, le hype. Depuis ChatGPT, je pense que tout le monde voulait du AI. Avant, tout le monde en entendait parler. C'était comme un peu presque une vision. Ça restait une vision, l'intérêt. Mais là, c'est que ma mère en parle. Je veux dire, tout le monde veut du... Et donc, ça fait qu'il y a un hype et un buzz et un clutter dans le marché. Il y a des gens qui disent n'importe quoi, qui font pas. Il y a des gens qui, comme nous, essaient juste de passer à travers ça pour dire tout ce qu'on fait, puis on fait les trucs bien, on a des résultats dans le marché, mais il y a tellement de bruit que passer à travers ça, c'est difficile. Fait que je dirais que c'est ça qui est le plus dur, mais c'est ça qui est le plus fun, parce qu'en même temps, je veux dire, qui veut pas être dans le AI en ce moment? On a une chance d'être dans un des plus grands changements, paradigmes qu'il y a eu dans l'histoire, là. Je veux dire, ça a été... Donc, c'est ce qui est le plus dur, puis ce qui est le plus fun, c'est ce buzz-là, ce hype-là, ce bruit-là, tous les nouveaux joueurs qui pop-up, tous les gros joueurs qui veulent en faire, toutes les entreprises qui veulent le faire, mais qui ne savent pas par où commencer. Moi, je dis souvent qu'il y a un fear of missing out, mais un fear of messing up aussi dans le AI. Puis il y a les deux, puis là, il faut naviguer à travers ces deux trucs-là. Très bien dit. On croirait que tu es une CMO d'une compagnie. On croirait que j'ai des gens qui travaillent pour moi et qui me donnent du bon messaging. Pour finir, c'est bon. Je fais un petit lay-up, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre Ça se passe plus style pour toi et ou ta team et Coveo? Ben, je pense que vous le faites déjà, mais je le connaissais pas assez. Mais c'est, tu sais, quand je suis allée sur ton site puis voir à quel point tu aides des entreprises d'ici à se faire connaître, mais à les connecter ensemble. Tu sais, je pense que c'est comment on peut tous s'aider dans cet écosystème-là d'entreprises de tech au Québec qui a les mêmes ambitions de réussir au niveau global. Mais comment on peut tous s'aider ensemble? Tu sais, quand on n'est pas compétiteur, ben pourquoi pas s'aider? Absolument. Ben, je pense que tu peux être un catalyste de tout ça.
Puis en faisant ce que tu fais là aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi. Fait que je dirais, tu sais, de créer ces liens-là, de nous faire se rencontrer, d'être un peu à la base de ce networking-là qu'on pourrait mieux utiliser au Québec. Je pense que Silicon Valley a bien fait, mais qu'on pourrait mieux faire ici. Tu pourrais être Je continue. à la base de tout ça. Continue, go for it. As-tu des shameless plugs avant qu'on prenne les questions? J'en ai plein. Coveo.com. Non, ben je dirais, on a notre événement Relevance 360 le 3 octobre. Je pense que c'est la meilleure façon, si vous voulez en savoir sur Coveo, qui est comme 1 heure sur l'heure du midi, où Laurent, notre CTO, Louis, parle de... puis moi, j'anime, mais qui parle de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre vision, pourquoi on existe. Puis on a des clients qui parlent aussi. C'est vraiment le Coveo en 60 minutes. Là. Très cool. C'est accessible sur le web, c'est ça que tu disais? C'est accès virtuel. C'est fait ça. qu'il faut s'inscrire. Sur notre site web, si vous y allez, il y a un bandeau au-dessus qui dit Relevance 360. Vous cliquez, vous inscrivez, puis vous l'avez l'avoir dans votre calendrier. C'est short, sweet, mais efficace. Cherchez-vous des jobs On a tout le temps. En ce moment, moi, je cherche des Product Marketing Managers. OK, cool. Je cherche des Event Managers. Puis n'importe quel... Honnêtement, pour du bon talent, là, des A-players, on va faire de la place. Fait que si vous êtes A-player, on vous prend. Hit us up. Exact. Sheila, c'est un honneur d'avoir pu chatter avec toi tout ce temps-là. Merci Vraiment. beaucoup. Merci à toi. Beaucoup. Merci. 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 Donc, je le sais que ça fait longtemps qu'on est assis, puis vous êtes comme... En fait, vous n'avez pas une chaise aussi confortable que la mienne, vous avez peut-être mal aux fesses, mais si vous avez des questions pour Sheila, en fait, elle est plus intéressante que moi. Fait que des questions pour Sheila, idéalement. On a un petit micro ici qui va aller directement dans la ligne audio, ça va être sur le pod, sur le vidéo, etc. Puis là, je dis ça, puis je me dis ça intimide plus à poser une question, mais honnêtement, genre, Sheila, super accessible, super ouverte. Moi, même chose. Fait que si vous avez n'importe quelle question, honnêtement, vous pouvez juste vous pointer, passer par en avant ici ou passer par le side ici, aller sur le micro là. Puis sinon, qui se lève, là. On a-tu quelqu'un qui se lève? Courageux. Ouais. Oh, let's go. Chemise fleurie. Oh, chemise kaki. On se bat. Ouais, ben oui, vas-y, Dieu. Juste dire ton nom, ta question. Salut, Jérôme 5 mars. Je vais quand même plugger CFO fractionnel au chiffre parce qu'on est partner. Let's go. J'aimerais qu'un CFO venait ici. Puis question de CFO, mais je te mettrai pas on the spot pour les chiffres. Non. Mais j'aimerais que tu me dises, est-ce que vous traquez vos métriques SaaS classiques? LTV sur CAC, burn multiple, ratio R40, tout ça? Complètement. Puis on n'a pas le choix de le faire. On ne reporte pas sur tous ces métriques-là publiquement, mais on les traque à l'interne, évidemment. Et puis, on est à toutes nos planifications stratégiques, là, surtout des CAC sur SCV, là, c'est une métrique qu'on regarde énormément. Surtout quand tu es en croissance comme la nôtre, là, c'est comment on peut constamment gagner en efficacité dans cette croissance-là. Donc, oui, c'est tous des métriques qu'on est assez... j'utilise beaucoup le mot obsédé, mais je veux le dire encore, assez obsédé parce qu'il faut que ça soit une obsession, je pense, pour que ça devienne partie de la culture, là, de vouloir maximiser ces cool. Sous-question, c'est laquelle tu as préféré ta métrique? Moi, je l'aime pas CAC to ACV parce que ça veut dire qu'il faut que je sois plus efficace. Mais c'est la plus importante pour moi. Je pense que c'est celle que je puisse avoir le plus d'impact dessus. Mais c'est sûr que ça met de la pression parce que... Fait que pour le monde qui écoute le CAC sur... Et nous, c'est ACV, là, mais oui. ACV, LTV, le Lifetime Value. ACV, c'est... Nous, c'est notre... Exact. Exact. Cool. Fait que, merci. Parfait. Ouais, Merci, excellente question. Merci. Hein? Le gars de vidéo se lève, maintenant. Merci beaucoup pour le podcast. Yes. Grande qualité. Raphaël de chez Nexa. Question pour Sheila. Vous avez mentionné une anecdote de Louis Tétu qui a closé un deal avec un libraire allemand. Et le libraire a dit qu'il avait peur. Comment on close un deal avec quelqu'un qui a peur? Comme ça. Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut le rassurer à plein de niveaux. Puis ce que Louis a très bien fait, c'est qu'on le rassure sur la technologie, premièrement, en lui montrant, en essayant de lui montrer le plus de proof points possible qu'on va pouvoir répondre à ce qu'il a besoin en ce moment, puis qu'il va avoir un retour sur investissement. Puis on fait souvent des business value assessment pour vraiment dire chez vous ce qu'on va pouvoir aller augmenter en termes de, dans son cas, c'est du e-commerce, mais revenue per visit ou VTC, whatever it is, on leur montre, on va leur prouver, puis même
s'entendre avec eux sur le résultat final qu'on veut atteindre, puis on leur dit, on va être avec vous tout le long pour aller tweaker le système pour y arriver, parce que si toi, tu es successful, nous, on l'est aussi. Puis après ça, on leur parle de notre façon de traiter nos clients, de comment on les traite. Nous, c'est quoi notre culture de service client? Donc, on a nos 5 P, nous, qu'on utilise tout le temps, puis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui dit à quel point on va vous accompagner, qu'on va s'assurer qu'on est partenaire avec vous tout le long, puis qu'on n'est pas là à vous signer, puis on s'en va. Donc, c'est pas ça. Fait que c'est pas une question juste de produit, c'est de dire comment on va travailler avec vous à partir de maintenant. À partir du moment où vous signez avec nous, on va être là jusqu'à quand? On va être là comment? À quelle fréquence? Est-ce que tu peux m'appeler? Moi, Louis Tétu, je te donne mon numéro de téléphone. Appelle-moi s'il y a un problème. Qui compte l'histoire. Puis ça va se passer. Exact. Puis c'est là où ça se différencie souvent, honnêtement, c'est de dire, est-ce que je te rassure, moi, comme personne? Parce que ça devient à un moment donné une relation personne à personne. Puis je vais être là, je vais pas te laisser tomber, puis tu vas avoir les bons résultats. Puis dans ce cas-là, si ça a marché, puis après ça, il y a des rencontres très fréquentes au moment de l'implémentation, puis après, pour s'assurer qu'on continue à suivre notre rythme qu'on leur avait promis. T'sais. Mais je pense que c'est de la vente au-delà du software. Là, c'est la vente de notre culture d'entreprise qu'on leur vend. Là. Parfait. Merci pour la question. On a le temps pour une autre, peut-être deux. Moi, j'en ai une. Vas-y. Salut, moi, c'est Sam. Un budget marketing dans une compagnie comme Coveo, ça doit être assez quelque chose. Ouais. Comment on décide dans quoi investir ce budget-là? Une très bonne question. Puis je vais dire, on a beaucoup changé à travers les années. Quand j'ai commencé chez Coveo, on était dans la COVID et puis on était en train de changer complètement parce qu'avant la COVID, Coveo ne faisait pas de publicité digitale, ne faisait rien de digital. C'était que des trade shows. Que des trade shows. Chez Loutech, on dirait du béden à béden. Donc, on se rencontre, on se serre des mains, on fait de la relation. Et c'était que ça. Et là, la COVID arrive. Il n'y a plus de pipeline parce qu'on n'a plus de trade show. Donc là, ils ont dû bâtir. Puis là, moi, je suis arrivée à ce moment-là, bâtir tout l'écosystème digital pour aller créer du pipeline digital. Et là, après ça, il y a eu les trade shows sont revenus. Et là, comment on rebalance ce budget-là? Là, parce que les trade shows prenaient 100% de notre budget. On est passé à 100% du budget en digital. Là, fallait... Donc, on s'est mis vraiment à être vraiment meilleur à calculer notre retour sur investissement par programme. Pour dire, OK, bon, bien là, ces événements-là ont un gros retour sur investissement. On va continuer à les faire. Ceux-là, on arrête. Puis on va garder cet argent-là pour investir en digital. Et là, en digital, on investit combien en search versus en display. C'est quoi le mix? Encore là, c'est selon le retour sur investissement. Puis on joue tout le temps avec ça un peu. Donc, c'est vraiment de pouvoir réussir à connecter les résultats. Puis c'est pas facile, hein, parce qu'un win, il a probablement touché à 13 éléments de ton marketing. Donc, c'est compliqué en B2B, pas mal plus qu'en B2C, à calculer ton retour sur investissement. Mais on arrive à le faire pas trop mal. Mais c'est aussi de connecter les choses ensemble. Si je suis à Dreamforce, si j'essaie d'investir dans Dreamforce et c'est très cher, bien, Dreamforce, c'est pas juste l'événement. Je m'assure que je maximise le avant, je maximise le pendant, puis je maximise l'après Dreamforce. Donc, le avant, on utilise Dreamforce pour dire, on sera à Dreamforce, venez nous voir, on va présenter nos nouveaux produits, venez nous voir. À Dreamforce, je fais des événements donc j'ai un déjeuner client, j'ai une soirée sur un bateau, on a des quilles, puis on a plein d'activités dans Dreamforce. Puis après, là, je fais des suivis. Vous n'étiez pas à Dreamforce? Voulez-vous qu'on vous récap ce qui s'est passé? Vous étiez à Dreamforce? Est-ce qu'on se revoit? Ah, on s'est promis une démo, on fait les rencontres. Donc, autour d'un investissement, on le multiplie puis on l'amplifie avec plein d'autres choses. Mais donc, oui, donc pour dire combien c'est le retour sur investissement, c'est de dire, OK, bien là, tu me dis, marketeur dans mon équipe, que tu vas dépenser 100 000 $ dans ce truc-là, ça va générer combien? Combien d'MQL, combien d'SL, combien d'SQL, combien de win? Et là, s'il y a un bon retour sur investissement, je dis oui. Mais là, après ça, je traque pour voir est-ce que c'est vraiment arrivé. Puis si c'est pas vraiment arrivé, bien, l'an prochain, je vais vouloir qu'on réduise l'investissement. Puis je vais juste ajouter une mini-question, mais laissez-vous de la place pour l'expérimentation? Bien sûr, il y en a tout le temps. Il y a plein de choses qui marchent pas dans ce qu'on fait. Puis c'est bon. Fait qu'il y a un spot du budget que c'est comme genre « let's try this out ». Bien sûr. Okay.
Oui. Il y a des événements où on n'est jamais allé, qu'on va, puis finalement, on n'y retournera plus jamais parce que c'était pas notre clientèle qui était là. Ouais, je comprends. Il y a des pubs qu'on fait qui marchent pas, qu'on arrête de faire, des types de contenus, on engage des compagnies pour faire du content syndication, pour pousser du contenu dans une clientèle qu'on veut visiter. Ah, ce fournisseur-là, il marche pas bien pour nous, on arrête de le prendre. OK. Mais l'idée, c'est de pouvoir tester, mais d'apprendre. Parce que si tu vas pas retourner pour voir les résultats, tu vas continuer à faire la même erreur. Absolument. Donc, pour moi, s'il y en a qui arrivent avec des nouvelles idées, bien sûr. Puis, par contre, dis-moi si au moins tu vas avoir prévu un retour sur investissement. Puis après ça, est-ce que tu l'as vraiment? Puis si tu l'as pas grave, on le fait plus. Ou on revoit la façon dont on le fait. Tu sais. Très cool. Merci. Excellente question. Hey, les amis, je pense qu'on va wrapper ça up. Il reste de la pizza, des drinks. On va avoir jusqu'à 9h15 pour clairer. Fait qu'il nous reste quand même du temps pour chiller. Merci tellement là, d'être venu. Là. C'est épique de pouvoir avoir une conversation avec une personne de cette trempe-là puis une audience de cette qualité-là. C'est un privilège, ma job. Fait que honnêtement, merci, folks. Puis on se recroise ici. Là. Merci. Alright, folks, gros shout-out à SaaS.Group, notre spotlight partenaire d'octobre. SaaS.Group, c'est une compagnie de portfolio qui achète des SaaS pour les faire grandir, pas pour les flipper ASAP. Ils visent des B2B SaaS qui sont bootstrapped, horizontaux, entre 2 à 10 millions de ARR. Super founder-friendly, tu peux dérisquer puis continuer d'opérer la business ou faire une sortie plus rapide. Il y a des deals qui se closent en 2 mois, puis ils fournissent la valo tôt dans le processus. Check out mon entrevue avec Anna Nadena sur saspace.com/partenaire avec un S/SaaS-group. Félicitations, vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour, on met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com, il y a l'onglet infolettre, puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve « Ajouter votre SaaS ». Il y en a plus de 300. Si vous ne suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!